du FN, candidate à la présidentielle, députée européenne, d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Depuis quelques mois, il semble que vous soyez un petit peu en retrait et vous laissez vos porte-paroles, enfin surtout un, Florian Philippot, monter au front de l'actualité. Un an avant la présidentielle, tous les sondages vous donnent en tête des intentions de vote. Et présente au second tour, d'ailleurs la plupart de vos concurrents à droite comme à gauche ont intégré cette donnée. Est-ce que vous avez intégré la donnée inverse, que vous pourriez ne pas être présente au second tour ? Bon, écoutez, je crois que quand on respecte le peuple, on intègre toujours la possibilité d'échouer à une élection. Ça me paraît être une évidence, même si, du coup, c'est une hypothèse qui demande moins de travail. Donc vous êtes sur toutes les hypothèses, aussi bien absente comme présente. Bien entendu, je considère qu'une élection n'est jamais jouée à l'avance. Voilà. Je suis moi éminemment respectueuse de la volonté du peuple. Je pense qu'une campagne c'est important. Il y a des choses importantes à dire. Il est évident que la personnalité également des candidats qui sont face à vous joue incontestablement un rôle. Donc j'arrive avec beaucoup de respect dans cette pré-campagne présidentielle et attends de voir somme toute les résultats des différentes primaires. Et d'ici 2017, il y aura aussi d'autres inconnus, le climat social notamment. Quel sera l'état d'esprit des Français? L'état d'esprit des Français, on va y revenir tout à l'heure, mais on va passer d'abord par l'Euro 2016 de football, marqué par des affrontements entre supporters anglais et russes hier. Il y a eu aussi des affrontements avec les forces de l'ordre à Marseille. Faut-il interdire les rassemblements de supporters? Aussi avec quelques racailles. Écoutez, si on interdit tout, alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Je veux dire, la vraie question, c'est pourquoi la France n'arrive plus à faire respecter l'ordre sur son territoire. On voit ces images, objectivement, Dieu merci, on voit les forces de l'ordre, mais on n'en voyait pas beaucoup parce que, en réalité, ici comme ailleurs, elles n'ont pas d'ordre. L'ordre qui leur est donné, c'est surtout pas de vagues, surtout pas de problème, restez statique, restez inerte, laissez faire et on verra plus tard. Eh bien, je crois que cette forme de laxisme, c'est évidemment l'ouverture vers le chaos en toutes circonstances. On l'a vu avec les casseurs. Il y a aussi encore une fois, quelques racailles qui se sont mêlés à ces affrontements, qui sont ceux qui, en toutes circonstances, quelle que soit cette circonstance, eh bien, viennent pour casser, pour brutaliser, pour détruire. Il y a cependant des tentatives d'encadrement. Regardez les fan zones, par exemple. On a eu un exemple à Paris. L'autre soir, tout s'est plutôt bien passé. Oui, jusqu'à ce que ça se passe pas bien. Enfin, ça veut rien dire, le fait que ce soit passé bien une fois. Moi, je crois qu'il n'est pas raisonnable, alors que nous sommes victime d'un grand danger terroriste. Je crois qu'il n'est pas raisonnable de réunir des milliers de gens au même endroit, surtout qu'on a délégué en partie la sécurisation de ces fan zones à des entreprises privées dont nous savons pertinemment qu'elles n'ont peut-être pas, qu'elles ne représentent pas peut-être tous les critères, si vous voulez, de sécurité concernant leur personnel. Voilà ce que je pense. Maintenant, le gouvernement a fait ce choix. Bon, nous verrons bien ce qu'il en sera. Tout à l'heure, le numéro 1 du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a estimé que derrière ces hooligans, il y a aussi une forme de nationalisme qui s'exprime. Est-ce que vous faites aussi cette analyse, vous ? Ils sont incroyables, ces responsables politiques. Ils ne peuvent pas s'empêcher en toutes circonstances de faire de la politique politicienne. Voilà. Mais dites-moi, à Marseille, il y avait eu des affrontements, il me semble, en 2009. Il y en avait eu aussi en 2011. 98 aussi. D'accord, c'était l'Égypte contre l'Algérie. Est-ce que M. Cambadélis s'est précipité à la télévision pour expliquer que c'était le fait du nationalisme? Ces propos n'ont aucun sens. On sait pertinemment que le football souffre de l'existence de ces ultras. On le sait. Dans ces conditions-là, le sachant, il faut prendre des dispositions en amont et pas après les incidents. Un Euro 2016 dans une France qui est globalement agitée. En ce moment, les grèves et les blocages contre la loi travail se poursuivent. Une manifestation nationale est prévue, notamment mardi. Cortège dans les rues de Rouen, barrage filtrant à Toulouse. Un peu partout en France, comme ici à Bourges, les syndicats CGT en tête multiplient les blocages. La gare Saint-Lazare bondée, en ce deuxième jour de grève, la colère des usagers monte. C'est scandaleux. Je suis parti 3 heures avant. Les poubelles débordent, les détritus s'accumulent. C'est le nouveau visage de Paris. Dans la moitié de la capitale, les ordures ne sont plus ramassées depuis 3 jours. C'est insupportable. C'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est une grève que tous auraient voulu éviter en ces premiers jours de l'euro en France. 20 à 30% des vols de la compagnie sont annulés. Une vingtaine de manifestants ce matin sous les fenêtres du domicile parisien de Myriam El Khomri. Des intermittents du spectacle qui assument parfaitement
de venir protester jusque chez elles puisqu'ils postent leurs photos sur Twitter. Emmanuel Macron a été bousculé aujourd'hui lors d'un déplacement à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Regardez, vous l'apercevez sur ces images, au milieu de la cohue, le ministre de l'économie a essuyé quelques insultes et des jets d'eau. Marine Le Pen, on vient de voir là des manifestants devant le domicile de Myriam El Khomri, Emmanuel Macron qui est aussi bousculé partout où il passe. Est-ce que vous condamnez ces actes ? Bien entendu, je les condamne. Mais je les condamne même quand ce sont mes adversaires politiques qui en sont les victimes. Parce que tous ces gens-là, depuis des années, les milices d'extrême gauche protégées par Manuel Valls viennent perturber les meetings du Front National, viennent perturber les déplacements de responsables du Front National, laissent se développer des violences à notre égard. Et ceux-là trouvaient ça très sympathique quand ça s'adressait à leurs adversaires politiques. Alors vous voyez, moi je ne suis pas comme eux. Moi, je m'oppose à ces actes de violence. Vous apportez votre message de sympathie même à Myriam El Khomri et Emmanuel Macron ? Oui, non, mais surtout, je leur dis que c'est bien qu'ils se rendent compte de ce que ça peut faire, hein, de l'impression que ça peut donner, comme ça, d'être agressé, de ne pas pouvoir s'exprimer démocratiquement. Voilà. J'aimerais qu'ils s'en souviennent la prochaine fois, parce que j'ai quand même le sentiment que ce gouvernement protège ces milices d'extrême gauche. Vous dites milices d'extrême gauche, il y a aussi des syndicalistes, tout simplement. Oui, il y a aussi des intermittents du spectacle. Oui, mais enfin, il y a aussi des professionnels, des professionnels de la perturbation des meetings politiques. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, ceux qui viennent essayer de nous empêcher de parler, souvent, ce sont des milices d'extrême gauche. Et ceux-là sont protégés par le gouvernement. Ce sont les mêmes qui cassent, qui brutalisent, qui violentent depuis des mois dans les centres-villes de Rennes, dans le centre-ville de Nantes, dans le centre-ville de Paris, en toute impunité, et dont les organisations devraient être dissoutes depuis bien longtemps. Vous savez, ces soi-disant antifa qui, en réalité, ont des méthodes profondément fascistes. Sur la loi travail, on va y venir, là, sur le fond. Des discussions pourraient avoir lieu dans les prochains jours entre le gouvernement et les syndicats. Alors, c'est un bras de fer. Qui doit céder ? Mais le gouvernement n'aurait jamais dû faire passer cette loi El Khomri. D'accord, mais donc, là, il devrait il va y avoir des retirer négociations. la loi El Khomri. Pas parce que la CGT lui demande, monsieur, parce que le peuple est opposé à cette loi. Il faut quand même revenir un petit peu en amont. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, que le peuple est opposé à cette loi ? Les sondages ? Mais notamment. Parce qu'il n'y a pas eu de... Mais notamment, et l'ensemble de la représentation politique, pardon. Il me semble quand même que les sondages et les partis politiques qui représentent aujourd'hui une majorité de Français sont opposés à cette loi. Ils ont cherché à la faire passer de force auprès d'une Assemblée nationale qui n'est déjà pas représentative, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est anormal que les 30% du Front National soient représentés par deux députés sur 577. Ça, c'est les élections. Oui, mais d'accord, mais l'Assemblée n'est pas représentative. En tout cas, ça veut dire que le gouvernement doit céder et retirer la loi. Mais si l'Assemblée avait été représentative, cette loi ne serait pas passée, la motion de censure contre le gouvernement aurait été votée, et par conséquent, cette loi aurait été retirée. Vous pensez que s'il y avait eu des députés FN, ils auraient voté par exemple avec la gauche pour faire passer la motion de censure ? Oui, mais nous ne sommes pas sectaires, monsieur. Vous auriez voté avec la gauche ? Nous défendons l'intérêt des Français. Nous ne regardons pas ceux qui votent ou pas avec nous. Donc le FN aurait voté avec la gauche, c'est ça que vous voulez dire ? Non, mais pour l'instant, le FN, il s'oppose à la gauche. Non, il me semble que c'est pas la gauche qui est au gouvernement. Je vous pose la question, puisque vous dites... Non, mais moi, je vous la pose. Ça n'est pas la gauche qui est au gouvernement ? En tout cas... Il me semble. Donc, c'est le Parti socialiste qui est au gouvernement. Nous nous opposons au Parti socialiste. Nous considérons que cette loi El Khomri est une loi dont l'objectif est de massacrer le droit du travail, de déréguler le droit du travail à la demande de l'Union européenne, de la même manière qu'ils l'ont fait d'ailleurs dans l'ensemble des pays d'Europe avec des résultats catastrophiques. Le cœur de la contestation, c'est l'article 2. C'est là-dessus que ça bloque. Ça donne la priorité, ça donnerait la priorité aux accords d'entreprise, dans chaque entreprise, plutôt qu'aux accords généraux, dits accords de branche. Vous êtes contre cette flexibilité que demandent les chefs d'entreprise ? Je suis pour les accords de branche. Je considère que autoriser des accords d'entreprise, c'est créer les conditions de la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire de la concurrence sauvage, y compris au sein des entreprises, à l'intérieur de la même branche. Ça n'est pas une manière de gouverner. Alors, quand on vous entend... C'est négatif. C'est encore une fois injuste et surtout, ça ne crée pas d'emploi. Ça crée juste de la concurrence sauvage. Marine Le Pen, quand on vous entend, donc vous êtes contre la loi El Khomri, vous dites qu'il faut la retirer, vous êtes contre l'article 2 notamment, et tout ça c'est ce que disent par exemple les syndicats, la CGT notamment, qui va organiser une manifestation nationale mardi, quelle annonce énorme. Est-ce que vous conseilleriez à vos sympathisants, à vos électeurs de descendre dans la rue ?
Non mais, monsieur, excusez-moi, moi je suis à la tête d'un parti politique. Il y a aussi des mots d'ordre, parfois. Moi je conseille à mes électeurs d'aller voter. Mais pas descendre dans la rue. Mais ils font ce qu'ils veulent, ce sont des citoyens libres. Il me semble que le droit de manifester est encore un droit en France. Bon, ainsi d'ailleurs que le droit de grève. Mais ce que je leur dis, c'est qu'il ne sert à rien, comme je vois les gens de la CGT, de manifester contre une loi qui était prévisible, qui était même prévue par la Commission européenne, tout en, et c'est là l'incohérence totale de la CGT, tout en soutenant depuis des années des gouvernements qui ont dérégulé le droit du travail, qui ont installé une forme de dictature de l'Union européenne, qui ont accompagné toutes les formes de concurrence internationale déloyale, qui ont accepté la directive détachement des travailleurs, qui fait autant de mal dans notre pays. Donc moi, j'appelle la CGT à se regarder dans une glace et à se poser la question de savoir si le positionnement du Front National contre une Union européenne dont l'objectif est la dérégulation et la concurrence sauvage de tous contre tous, eh bien, ça n'est pas le Front National qui avait raison. Donc c'est l'inverse que vous préconisez éventuellement, même si vous dites que tout le monde a le droit d'aller manifester, y compris vos sympathisants. Marine Le Pen, vous êtes à la tête du Front National depuis 5 ans et demi, c'est bien ça. C'est en 2002 que vous avez percé ce fameux 21 avril 2002. J'ai les qualités pour diriger la France. C'est parce qu'en fait c'est ça, l'objectif d'arriver au pouvoir. Les résultats de la présidentielle de 2002 prennent tout le monde de court. Écoutez, ça signifie que les Français ont compris. La novice en politique se débrouille plutôt bien. C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Je crois que Marine est douée pour faire de la politique. Il transmet le flambeau à sa fille, mais Marine Le Pen va changer de cap. Disons l'association de Marine et de Le Pen, quoi. C'est quoi, Marine? Ah, c'est une petite musique un peu différente. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. Elle veut conquérir le pouvoir. Dans sa bouche, un seul mot, la dédiabolisation. Comment ça va les jeunes? Objectif, en finir avec les dérapages et se rendre fréquentable. Dans sa stratégie d'image, elle cherche à mettre en avant son statut de femme moderne. Je la regarde à la télé, tout le temps gracieuse, tout le temps. Elle est magnifique. Une stratégie payante en 2012, puis couronnée de succès en mars dernier. Le FN décroche une dizaine de mairies et plus de 1500 conseillers municipaux. Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ensemble sur une même tribune. C'est désormais terminé. La direction voulait en finir avec ces dérapages à répétition. Son exclusion était inévitable. Marine Le Pen tente de faire bonne figure. Si son parti entre à l'Assemblée, c'est sans elle. Marine Le Pen échoue de peu dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Le Front National arrive en tête dans 6 régions sur 13. Le Front National rate la dernière marche. Il est aujourd'hui un perdant qui pèse lourd. Marine Le Pen s'est officiellement portée candidate. La présidente du Front National a déjà trouvé son slogan « La France apaisée ». Marine Le Pen, on va parler des slogans et tout ça tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est que vous ne voulez plus parler de votre père, Jean-Marie Le Pen, qui était là il y a quelques semaines et qui disait, lui, qu'il voulait vous soutenir, qu'il voulait votre victoire, qu'il voulait vous conseiller. Vous dites non merci. Non, j'ai pris une décision comme présidente du Front National. Je me tiens à la décision qui a été prise. Et quand il veut vous aider, vous dites non merci. Alors, votre père, votre nièce, Marion Maréchal Le Pen, elle n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes d'accord avec ça? Elle est plus sur une ligne plus traditionnelle. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'elle a sa sensibilité. Après tout, nous avons chacun, par notre parcours, notre âge, comment vous la définiriez, notre sensibilité à elle? Nous sommes un mouvement qui réunissons aujourd'hui 30% des Français. Bon, ça n'est pas une secte, un mouvement politique. Il est évident que nous avons des gens qui viennent de l'UMP, nous avons des gens qui viennent du Parti communiste, nous avons des gens qui viennent du PS, et nous avons aussi beaucoup de gens qui s'étaient totalement détournés de la politique, parce qu'ils avaient le sentiment, à juste titre d'ailleurs, d'être les dindons de la farce de cette opposition UMP-PS, et qui aujourd'hui voient un avenir dans le Front National. Juste, Marion Maréchal Le Pen, vous comptez sur elle pour 2017 ?
Mais je compte sur tous mes lieutenants pour 2017. Je compte sur tous mes élus, je compte sur tous mes adhérents, je compte sur tous mes électeurs. Je compte surtout sur le peuple français. Je pense que ça n'est que grâce à un sursaut du peuple français que l'on pourra réellement changer ce métronome que je considère mortel pour notre pays. En tout cas, pas de primaire au Front National, ça c'est sûr, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Vous serez candidate à la présidentielle avec certainement déjà un plan de campagne en tête, même s'il reste des choses à préciser. Et justement, on va en parler avec Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, qui nous rejoint. Bonjour Cécile. Bonjour Francis, bonjour Marine Le Pen. Depuis les régionales, on sent que quelque chose a changé. Vous êtes plus en retrait, moins de médias, plus de terrain peut-être, mais moins de médias en tout cas. Ce slogan, la France apaisée sur vos affiches, comme si vous vouliez adoucir un peu votre image. En même temps, dans le climat électrique qu'on connaît, le climat social, vous repartez à l'offensive pour la France qui souffre. Alors, la France qui souffre ou la France apaisée, c'est quoi votre slogan de 2017 ? La France apaisée, c'est pas une description. Hein, vous imaginez bien, c'est un objectif. Moi, je pense que la France peut être à nouveau apaisée. Et je vois dans le sujet, d'ailleurs, des conflits sociaux, comme dans le sujet de Mayotte que nous évoquerons peut-être tout à l'heure, qu'en réalité, le laxisme est la source du conflit, est la source du chaos. Le pays a besoin d'autorité, le pays a besoin de vision, le pays a besoin de droiture, et c'est cela qui permettra une France apaisée. C'est vrai que c'est mon objectif. Moi, je crois que les Français, ils sont malheureux de voir tout ça. Mais votre slogan, ce sera quoi ? Ils sont malheureux de s'angoisser parce qu'ils ont peur d'être au chômage. Ils sont malheureux de voir qu'ils ne savent pas si avec leur petite retraite, ils vont continuer à pouvoir vivre. Ils sont malheureux de voir la situation de l'école en France. Ils sont malheureux de voir l'immigration complètement incontrôlée. Et ils souhaitent de l'apaisement, mais ils souhaitent aussi pour cela des décisions. Et j'allais dire que l'enjeu est entre leurs mains. Pour revenir à vous, donc vous réfléchissez à des slogans, on voit que vous êtes adepte d'une parole plus rare, vous auriez sollicité une agence pour refaire le logo, pour faire un logo pour la présidentielle. Est-ce que vous êtes en train de guérir votre allergie à la communication ? Non, mais j'ai pas d'allergie à la communication. Je pense qu'on est les meilleurs en communication. La preuve, c'est qu'on n'a jamais utilisé d'agence de communication. Et je vais vous dire, vous n'utilisez pas d'agence pour le logo de la. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, vous n'en avez pas là. Parce que l'on ne transmet que la foi que l'on a. Voilà. Et je pense que lorsque l'on a des convictions, eh bien, on réfléchit avec un certain nombre pour les faire passer le mieux possible. Moi, je crois que le Front National a été victime. Pas d'agence pour la France apaisée, pour le logo pour 2017. Mais on verra si vraiment il y a une agence qui nous propose quelque chose qui. Voilà, on se dit c'est vraiment ça qu'on attendait, mais nous réfléchissons depuis des années et des années. Nous faisons nous-mêmes nos affiches, nous faisons nous-mêmes nos slogans. Bon. Pour revenir à la stratégie, les primaires, avec les primaires, on a le sentiment que les campagnes présidentielles commencent de plus en plus tôt. Vous allez vous lancer quand ? Je verrai, mais je n'ai pas de raison de me précipiter dans cette campagne présidentielle. La campagne législative a quasiment déjà démarré puisque nous avons déjà investi plus du tiers des candidats et je pense que d'ici septembre, l'intégralité des candidats aux législatives seront investis. Donc, nous démarrerons la campagne présidentielle, lorsque nous saurons qui nous avons comme adversaire. Donc, ça me paraît assez logique. Fin novembre 2016. Voire début janvier 2017. Mais nous verrons. Mais enfin, les Français connaissent nos positions d'ores et déjà. Mais c'est vrai qu'il est difficile de démarrer une campagne présidentielle sans savoir quels vont être vos adversaires, même si, objectivement, je pense qu'aucun d'entre eux ne sera véritablement une surprise. Il y a un os, manifestement, c'est sur le financement de votre campagne. Vous avez écrit une lettre à la Fédération française des banques qui est restée sans lendemain. Est-ce que vous pourriez, une nouvelle fois, vous tourner vers des établissements étrangers pour financer votre campagne ? Mais vous savez, il y a un vrai problème de fond et c'est un vrai problème démocratique. Je suis contente que vous me permettiez d'en parler aux Français. C'est qu'aujourd'hui, les banques semblent jouer un rôle politique en accordant le financement à tel ou tel parti, peut-être parce que ces partis défendent leurs intérêts, et en refusant le financement à tel ou tel candidat, peut-être parce que précisément ces candidats dont je fais partie veulent réduire l'importance, le rôle, l'influence de ces puissances financières. Je pense que ça pose un vrai problème, encore une fois, de démocratie. Quitte à aller chercher de l'argent dans des banques étrangères. J'ai fait 50 lettres à 50 banques étrangères face au refus des banques françaises. Eh bien, j'attends des réponses et j'accepterai bien entendu la proposition
d'où qu'elle vienne à partir du moment où cette proposition est raisonnable. L'Assemblée a voté un amendement cette semaine à la loi Sapin 2 sur la transparence sur les emprunts bancaires pour les campagnes électorales. Est-ce que ça, c'est politique aussi? Est-ce que vous êtes visé? Mais, enfin, je pense que nous sommes visés, mais c'est un amendement de la part de gens qui ne savent pas comment fonctionne le contrôle des partis politiques. De toute façon, c'est transparent. Car tout cela est totalement transparent. La commission nationale chargée de vérifier le financement des partis politiques, chaque année, vérifie les comptes des partis politiques. Quand ils vérifient, ils vous demandent des comptes aussi de temps en temps. Non, non, pas du tout. Ils sont allés voir dans certains financements de dernière campagne, ils vous demandent des comptes sur... Non, monsieur, la Commission nationale des comptes de campagne a validé l'intégralité des comptes de l'intégralité de nos candidats dans les 4 dernières campagnes. Donc, elle fait son travail, elle le fait bien, et donc je crois que la transparence, en l'occurrence, est totale. Mais après tout, ce sera peut-être intéressant de savoir précisément quelles sont les banques qui acceptent de financer l'UMP, le PS, les Verts, le PC, et qui, en l'occurrence, refusent d'accorder un prêt au Front National ou à sa candidature. Il est bien cet amendement. Nicolas Sarkozy revient fort sur le thème de l'identité nationale. Il défend les racines chrétiennes de la France. Ségolène Royal, elle lui répond laïcité. Et vous? Eh ben, les deux. Les deux. La France. C'est compatible, les deux? Mais bien sûr, enfin, c'est compatible. Est-ce que parce que nous défendons la laïcité, qui est quand même pas un concept qui date d'hier matin, auquel tous les Français sont extrêmement attachés, est-ce pour cela que nous devrions renoncer à dire la réalité, à savoir que la France est un pays de culture et de racines chrétiennes? Ça n'aurait pas de sens. Et d'ailleurs, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est extraordinaire dans la religion chrétienne, c'est qu'elle n'interdit pas la laïcité. Bien entendu, les deux ont été parfaitement compatibles pendant plus d'un siècle et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Une dernière question, Cécile. On commence à voir justement la stratégie de Nicolas Sarkozy pour la campagne, c'est d'aller d'essayer de récupérer les électeurs avec ses gros sabots. Avec ses gros sabots peut-être. En tout cas, dans la primaire, on voit les sondages, il y a 6 à 10% de vos électeurs qui seraient prêts à aller voter à la primaire des Républicains. Qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Ah, mais moi, je ne leur conseille rien. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils cherchent probablement à obtenir le candidat dont ils pensent qu'il sera Vous avez dit que c'était le plus caricatural, peut-être, du camp qui est le sien. Moi, je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. C'est vrai que je pense que Juppé est vraiment le symbole de l'UMPS, en ce sens qu'il a d'ores et déjà indiqué qu'il s'ouvrirait au Parti socialiste pour gouverner avec lui. Donc on est au bout de la logique. Emmanuel Macron, il a parlé d'Emmanuel Macron. On est au bout de la logique en l'occurrence de l'UMPS. Quant à Nicolas Sarkozy, c'est une véritable caricature. Enfin, écoutez, entendre Nicolas Sarkozy venir parler de souveraineté quand il est le responsable de la trahison du traité de Lisbonne, venir l'entendre parler des racines chrétiennes et du refus du communautarisme alors qu'il a installé le Conseil français du culte musulman et qu'il l'a offert à l'UOIF, c'est-à-dire les fondamentalistes précisément en question. Bon, je crois que plus personne aujourd'hui ne croit à la sincérité de Nicolas Sarkozy. On va remercier Cécile. Merci Cécile d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On en parle et on va en parler parce qu'on s'en approche. Le référendum au Royaume-Uni sur le Brexit, sortiront pas les Britanniques de l'Union européenne. Vous dites, vaut mieux qu'ils sortent et ce sera mieux pour tout le monde. Mais s'ils ne sortent pas, s'ils décident de rester, ce sera une défaite pour vous ? Non, mais ça reste une défaite pour l'Union européenne, permettez-moi. D'abord parce que ça veut dire que la moitié... Quel que soit le résultat, vous voulez dire. Écoutez, c'est tellement juste que la moitié des Anglais sont quand même... D'accord, mais s'ils restent, c'est pas la même chose que s'ils partent. Non, mais d'accord, ça c'est le jeu du référendum. Mais moi, j'essaye d'avoir une analyse politique. Même si le Brexit ne gagne pas, ça va se jouer à très peu. Ça veut dire que la moitié des Anglais sont pour sortir de l'Union européenne. Vous avez vu qu'un dernier sondage vient d'admettre que les Européens n'ont jamais été aussi eurosceptiques. Oui, mais ça ne changera rien s'ils restent dans l'Union européenne. Si, ça va beaucoup changer d'ailleurs parce que M. Cameron devra alors là aller faire respecter les négociations
qu'il a mené avec l'Union européenne. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on avance vers une Union européenne à la carte. Et c'est ce que vous souhaitez de tout votre cœur. Je me réjouis, je trouve que l'Union européenne, l'Europe à la carte, c'est évidemment beaucoup plus positif que l'Union européenne totalitaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais je veux dire, ce que je veux surtout, c'est qu'il y ait des référendums dans l'ensemble des pays. Je pense que les peuples ont le droit de s'exprimer sur leur désir ou non de rester aujourd'hui dans l'Union européenne. Et je souhaite qu'il y ait un référendum en France. Je voudrais qu'on en parle aussi, cela que je me bats. parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation à Mayotte. Oui. Où se multiplient les agressions contre des gens pauvres qui viennent des îles voisines, qui viennent à Mayotte trouver un peu de confort, parce qu'on peut les comprendre quand ils sont pauvres. Le gouvernement doit-il donner des instructions pour que les auteurs de violences soient arrêtés et soient condamnés ? Non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de savoir si le gouvernement pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas 40% de clandestins à Mayotte ? Non mais il y a des gens qui vont saccager les maisons de ces gens-là. Monsieur, ce sont des pauvres gens aussi. Non mais vous croyez que les Mahorais ne sont pas des pauvres gens ? Nos compatriotes français à Mayotte, vous croyez qu'ils vivent dans l'opulence? Mais moi, je suis allé à Mayotte. C'est très pauvre, Mayotte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut arrêter l'immigration clandestine. Il faut arrêter le droit du sol qui fait que la maternité de Mamoudzou est la première maternité de France en nombre parce que les Comoriens viennent massivement pour notamment obtenir l'autorisation de rester sur le territoire et bénéficier des aides sociales. Il faut arrêter cette folie. Et c'est le laxisme du gouvernement qui fait qu'aujourd'hui, les Mahorais confrontés à la déliquescence de l'État, se sentent obligés de faire justice eux-mêmes. Ça n'est pas de leur faute, monsieur. C'est de la faute du gouvernement français. En 10 secondes, maintenant, vraiment, Marine Le Pen, l'affiche de l'élection présidentielle, ça va être Hillary Clinton, Donald Trump. Vous choisissez qui, vous? Tout sauf Hillary Clinton. Et pourquoi? Tout le monde sauf Hillary Clinton. Parce que je crois que Hillary Clinton est le symbole de cette Amérique qui a jeté le monde dans des conflits multiples, dans une situation de déséquilibre. Et par conséquent, je la crois éminemment néfaste aux intérêts de la France. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche. Une émission à retrouver sur France TV Info et sur le compte Twitter de l'émission. Tout de suite, David Boëry pour l'actualité de la...